Salut à tous, on a beaucoup de chance, on est parmi les premiers à l'avoir sur route, la CBR 1000 RR, ça n'en finit plus, et en version SP, donc la plus chère, 24 999 €, quand même, oui je sais. Il y a la CBR normale qui est à 21 999 €, ça reste malgré tout assez cher parce que si la CBR 1000 date de 1981, alors 7 pour la première, la grosse routière, 1992 pour la 900, etc. Son prix s'est envolé depuis à peu près 6 ans. Pour rappel, la CBR de 2008, elle valait à peu près 13 000 €. La CBR de 2014, elle valait 14 500 € en gros. Là, en 6 ans, cette fois-ci, elle a pris 10 000 €. Pourquoi? Alors, il n'y a pas que l'inflation, c'est aussi la sportive la plus puissante avec l'Aprilia RSV4 Factory, 217 chevaux. Le moteur est complètement nouveau, le cadre aussi, suspension. Alors là, sur la SP, on a les suspensions Öhlins pilotées électroniquement, donc fourche NPX, amortisseur TTX derrière. On a évidemment toute l'électronique que toutes les sportives ont et qui fonctionne particulièrement bien sur celle-ci, mais ça, on le verra tout à l'heure en route. Le poids très contenu, 201 kg, donc 217 chevaux, 201 kg, vous voyez le rapport poids-puissance. On a déjà essayé cette moto sur circuit lors de sa présentation au Qatar et on voyait que sur circuit ça dépotait méchamment, mais on n'avait rien pour l'évaluer. Il s'est passé quelque chose entre temps, c'est-à-dire que les constructeurs se sont réunis pour des pré-24 heures du Mans qui n'ont pas eu lieu mais qui vont avoir lieu, enfin bref, vous connaissez la crise qu'on a traversée. Il y a quand même eu une phase de test avec cette CBR 1000 stock par rapport aux motos du mondial d'endurance qui elle était préparée. Et déjà la CBR 1000, selon les observateurs neutres, sur place, montrait qu'elle déposait tout le monde. Donc le moteur c'est 217 chevaux, a priori c'est une vraie réussite quoi. Et ça on avait pu s'en apercevoir aussi sur route, mais tout est en haut. Toute la puissance se trouve en haut. Ce qui va probablement, bon moi je le sais déjà un peu hein, parce que j'ai roulé avec, mais on va faire l'essai ensemble et on va approfondir ça, ce qui va probablement être un problème sur la route. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques de la CBR. Je voudrais juste revenir, avant qu'on aille faire le tour promis, sur la philosophie Total Control qui avait présidé en fait à la première CBR 900 1992. En fait, son concepteur Tadao Baba, à l'époque, avait essayé les gros sportifs du moment, qui étaient FZR, 1000, GSX-R 1100, etc. Il disait, mais comment on peut appeler des motos pareilles des sportives? Elles étaient lourdes, volumineuses, pas maniables, etc. Lui, il a fait la CBR 900, très légère, beaucoup moins puissante, mais très facile à prendre en main, d'où le Total Control. Où il en est aujourd'hui, ça fait longtemps en fait que Honda l'a abandonné, pour être vraiment tout à fait honnête. Puisque toutes les motos ont dégraissé, entre guillemets, on a dégraissé le mammouth, elles sont toutes devenues beaucoup plus légères, en même temps elles ont gagné beaucoup de puissance, donc il y a eu 30 ans d'évolution technologique qui font que le Total Control de toute façon il existe maintenant sur toutes les sportives, dans le sens où elles sont toutes très légères, assez faciles finalement à appréhender, et la puissance, comme son nom l'indique, c'est qu'un potentiel, c'est vous qui l'a fait devenir ou pas. On peut maintenant regrouper toutes ces motos sous l'égide du Total Control, puisque leur légèreté, leur ergonomie, c'est-à-dire que les réservoirs se sont raccourcis, ça c'est vraiment important. Du coup, même quand on est petit comme moi, on domine beaucoup plus le train avant. On n'est plus comme ça, comme sur les anciennes motos, etc. Tout ça fait que la position de conduite, l'ergonomie, le poids, la maniabilité, les jantes plus légères, etc. font que ces motos sont de toute façon très facilement conduisibles quoi, au niveau de la partie cycle. Après le moteur c'est autre chose, mais entre temps ça vous aura pas échappé aussi que toute l'électronique, donc anti-patinage, suspension pilotée, shifter, ABS, alors ABS en plus particulier sur celle-ci puisqu'il s'adapte en fait au niveau sportif, etc. Enfin c'est une usine à gaz. Tout ça pour dire que toutes ces motos sont plutôt faciles à piloter sur route. Reste la puissance, mais ça, vous en faites ce que vous voulez. Et bien justement, moi je vous propose d'aller voir tout de suite ce que ça donne, et puis on se fait un petit débrief à la fois sous le casque, et on revient là ensuite pour en parler en live. A tout de suite. Comme toujours, donc, quelle que soit la moto, avant de rejoindre les routes qui lui conviennent bien, surtout à la CBR, il faut en passer par sortie de ville, ou en l'occurrence sortie de village, là c'est mon cas. Et le premier contact est pas super agréable pour une raison simple, c'est que la position de conduite, elle est quand même extrême. On a vraiment les poignées en appui. Alors il y a un avantage, c'est que le réservoir est très court, ce qui fait qu'on domine vite le train avant, on se cale bien avec les genoux contre le réservoir,
les pieds, on soulage en fait sur les repose-pieds. Et on essaye de faire en sorte que ce soit le moins pénible possible, parce que c'est quand même assez pénible. Et encore, je suis pas grand, hein. 1m68, normalement ça me convient. Alors, l'avantage c'est qu'il y a de la place sur la selle pilote, pas du tout la selle passager, hein. Là il n'y a rien du tout. Sur la selle pilote, il y a de la place pour se bouger, elle est assez large, plutôt confortable je dirais. Les suspensions sur les bosses du patelin que je suis en train de traverser fonctionnent étonnamment bien en progressivité. Alors c'est un petit peu sec, mais en même temps, enfin, elles réagissent avec un petit peu de sécheresse, mais c'est une moto sportive. L'énorme avantage, c'est qu'elles sont très progressives, c'est-à-dire qu'elles ne renvoient pas de coups qui, évidemment, si le coup est rude, pourrait déstabiliser la moto. Et puis, malgré tout, ça procure un certain confort. Bon, le champ commence à se dégager. Il fait beau. Il n'y a pas trop de monde. Et alors, je vous cache pas, parce que je la découvre pas vraiment, hein, j'ai déjà fait quelques kilomètres avec elle avant de vous en parler. Mais voilà, je suis sur une petite nationale, limite départementale, et j'essaie de m'en tenir à 80. Et je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Je suis sur le second rapport. Alors donc, 80 pile, je suis à 5100 tours, en gros, enfin à 5000 tours. Je vais me donner une marge, hein, 10 km/h pour la tolérance du compteur, etc. On est encore à peu près dans la légalité. Là, à 90 en seconde, je suis à 5008. D'accord? La moto, elle va jusqu'à 14 500 tours. Et je suis en seconde. Ok, donc je passe la troisième. À 90, je retombe à 4800 tours. Et là, il ne se passe pas grand chose. Parce que cette CBR 1000, comme on avait déjà pu le constater sur circuit, en dessous de 6000 tours, elle n'a rien du tout. Enfin, elle n'a rien du tout. Ça reste une 1000. Évidemment, si on la compare à n'importe quel Twin 250, ça va paraître monstrueux. Mais elle n'a rien du tout comparé à ce qu'elle a en haut, et puis elle n'a rien du tout comparé à sa concurrente. Mais il se passe quelque chose à 6000 tours, et on l'entend, et je vous laisse l'écouter. Voilà, d'un coup, la moto s'exprime. Et alors là, il se passe des choses. Donc c'est tout le problème de cette moto, dont la transmission finale tire très long, pour des raisons d'homologation, entre autres, qui a une plage de régime immense, puisque la zone rouge est à 14 500 tours pour une 1000 cm3, c'est quand même quelque chose. Donc pour pouvoir exploiter tout ça, eh ben, il faudrait des espaces inconnus, ou en tout cas qui ont peut-être été connus à une époque, mais qui sont devenus inconnus aujourd'hui. Et c'est quand même hyper frustrant. C'est finalement, enfin, alors évidemment ça va marcher pour toutes les sportives, ce que je dis là, hein, ça va concerner la GSX-R, la ZX-10R, etc. Sauf que avec son trou là de couple, enfin c'est pas de puissance, mais son manque de consistance à bas régime, bon bah c'est bien pour l'utiliser quoi. C'est un 4 cylindres, c'est souple, hein, à 1500 tours ça reprend tranquille. C'est-à-dire qu'on se déplace en ville. Ça associé à la position de conduite un peu pénible et quand même une certaine chaleur qui remonte du moteur, autant dire que les déplacements à basse ou moyenne vitesse, c'est-à-dire tous ceux à quoi on a le droit aujourd'hui, sont pas super agréables. Donc tout ce qui se passe entre 6000 et 14 500 tours minute se fera sur circuit, on va dire, ou dans des pays autres. Donc ça c'est une première chose. Malgré tout, il y a quand même des choses très agréables au quotidien, comme la douceur des commandes, et notamment le shifter. Alors j'en parle régulièrement du shifter, pour dire qu'il y en a qui fonctionnent bien, d'autres un peu moins bien, notamment sur les BM, c'est un peu moins doux. Mais j'ai jamais vu un shifter fonctionner aussi bien que sur cette CBR 1000. C'est un petit clic suffit, on peut rétrograder. Alors évidemment il marche en up et en down, hein. C'est-à-dire qu'on rétrograde et on passe des rapports sans toucher à l'embrayage. Il n'y a aucun à-coup, ça passe tout seul, même quand on a très bas régime. Alors à très haut régime ça fonctionne évidemment encore mieux, mais là c'est top. Embrayage pas dur du tout, pédale de frein arrière. Alors
En fait, le frein arrière est là pour ralentir un petit peu la moto, mais franchement, il ne sert pas à grand chose. Le frein avant est très progressif, voire même pas si puissant qu'on pourrait s'y attendre. La maniabilité, impeccable. Et puis c'est ce qu'on attend aussi d'une sportive, parce qu'évidemment là je parle comme si on roulait tous en panne européenne ou je ne sais quelle grosse moto pépère. Je sais que je m'adresse aussi à des amateurs de sportives. Là on a une moto hyper maniable et en même temps très stable. Mais surtout ce qui est important sur route, puisqu'on n'est pas là pour faire des perfs normalement, c'est qu'elle est intuitive et rassurante. Alors intuitive, pourquoi? C'est que si à un moment on s'est un peu trompé sur l'entrée d'un virage, si à un moment on veut éviter quelque chose, elle réagit parfaitement sans jamais se désunir. Elle est hyper homogène. Train avant facile à placer, il est très neutre, très léger et en même temps hyper stable et rassurant. Alors sur circuit on l'avait essayé avec des pneus slick et je me méfie un petit peu parce que je sais que les pneus slick sont très rigides sur un circuit billard et tout, ça modifie complètement le comportement de la moto. Je me disais là, avec les pneus d'origine, est-ce que la moto va pas être un petit peu vive? Et ben pas du tout. Il y a cette géométrie incroyable qui fait que la moto ne bouge pas. Protection de la bulle quasiment inexistant. Dans les rétros, on voit bien. Ils sont pas très faciles à régler, mais on voit bien, on voit pas que c'est coude, ça c'est pas mal. Je parle aussi un petit peu de la consommation. Il y a 16 litres dans le réservoir et on peut guère espérer faire plus de 200 km. Enfin pour le moment, voilà. Alors Honda a tout misé sur la sportivité. Ils se sont dit ok d'accord, maintenant on va faire une moto qui va gagner sur les circuits. De toute façon les clients vont sur les circuits, alors on va leur faire une moto de circuit. Ce qui fait que sur route, on aimerait profiter de cette agilité, de cette facilité, de cette neutralité, mais en même temps on ne peut pas. Alors voilà, on l'a vu, hein. Cette CBR, grosse qualité. Sa facilité de prise en main, malgré la puissance, mais ça on la met à part. Sa légèreté, sa maniabilité et sa mise en confiance, le train avant, ça c'est essentiel à moto. Son énorme point faible, mais qui est énorme, c'est donc cet énorme creux, enfin cette indisponibilité plutôt à bas régime. Tout est logé à haut régime. Alors la transmission finale est longue pour des raisons d'homologation, donc ça on peut la changer, à négocier avec le concessionnaire parce que ce serait quand même dommage de payer une moto neuve ce prix-là et en plus de devoir changer la transmission, ça devrait pouvoir se négocier. Donc ça permettrait d'avoir un petit peu plus de peps en bas. D'une part, et puis d'autre part, voilà pourquoi Honda a fait ça, parce qu'ils misent tout sur le sport, ils veulent gagner en Superbike mondial, ils veulent gagner en endurance, donc ils se sont dit, vous voulez une moto très puissante, ok on va vous la faire. Et en plus elle sera fiable. Bon, à voir, mais c'est ce que Honda dit. Ils ont dû faire un choix. Donc ce choix, ça a été de privilégier la puissance complètement, tout en haut. Alors malgré tout, c'est un énorme défaut, malgré tout, moi j'y vois quand même un avantage, c'est que du coup la moto a deux caractères, deux visages et on peut jouer là-dessus. C'est plus sympa finalement qu'un gros moteur très linéaire où j'entends souvent ça, il se passe rien. Ben là vous allez voir, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à 6000 et puis il se passe encore quelque chose à 9000. Alors à 9000 vous êtes en Allemagne, hein, évidemment. Il se passe vraiment quelque chose, ce moteur a du caractère, c'est-à-dire qu'il a différents visages et à un moment la puissance se libère d'un coup, c'est explosif. Alors au quotidien, qu'est-ce que ça donne? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça reste une 1000 cm3, c'est souple, ça reprend, etc. Par contre, au niveau sensation, en dessous de 6000, même aux alentours de 6-8000, c'est-à-dire là où on est le plus souvent en fait en régime sur route, bon bah il n'y a pas un coffre monumental qui nous transporte. C'est pas une GSX-R 1000 quoi. Hein, l'énorme avantage de la GSX-R 1000 c'est ça, c'est qu'elle a ce coffre là qui dès les mi-régimes nous transporte, nous fait vibrer. Elle n'a pas ça, ça va être en haut. On peut aussi la comparer à une R1, puisque c'est en fait c'est elle sa concurrente. Hein. Je ne parle pas des italiennes qui sont toujours un petit peu à part, mais qui sont aussi ses concurrentes, mais sa vraie concurrente c'est la R1. Elle a ce fameux moteur à calage crossplane qui lui donne ce caractère que la CBR n'a pas. Donc la R1 a ce caractère à bas et mi-régime. Finalement, elle est plus, comment dire, harmonieuse, quoi, avec de la puissance, du caractère, et puis cette partie cycle qu'elle partage un peu avec la CBR, hein, cette facilité, cette légèreté. Maintenant, c'est un choix. Voilà, soit la moto très explosive, très sportive, la star du moment, quoi, c'est elle, soit la R1, avec une autre sonorité qui ressemble à un V4, plus de gras en bas, finalement plus facile à vivre tous les jours, mais avec moins ce côté double face qui peut être très sympa.
On vous laisse le choix. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur notre chaîne et puis on en reparle très vite.